Sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 1er juin 2017 de 10h à 13h avec l'ordre du jour suivant. 1. Message de son Excellence, Monsieur le Président de la République. 2. Compte rendu des sessions ordinaires du Conseil interministériel tenu les 23 et 30 mai 2017. 3. Décisions. 4. Divers. Au titre du premier point de l'ordre du jour, Monsieur le Président de la République a invité le gouvernement à sensibiliser les organisations patronales pour prévenir les mouvements sociaux en maintenant un dialogue social permanent et en engageant à temps les discussions avec les syndicats de travailleurs. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à veiller à une mise en cohérence des différentes structures de contrôle de gestion et de lutte contre la corruption et de vérifier qu'il n'y ait pas de conflit de compétences entre elles. Le président de la République a demandé au ministère en charge du système éducatif d'assurer une sécurisation optimale des examens de fin d'année afin d'éviter toute forme de fraude. Il a insisté pour que soit effectué un contrôle des statistiques afin de parvenir, le cas échéant, à des économies substantielles sur le budget national. Le chef de l'État a demandé que soient prises des mesures pour rehausser le taux de scolarisation des jeunes filles afin qu'il reflète mieux le pourcentage dans la population. Le chef de l'État a exigé l'arrêt total et immédiat de la coupe de bois dans la forêt de Demoudoula, commune de Ratoma. Enfin, le président de la République a appelé à renforcer notre coopération avec l'Égypte, le Canada et l'Italie. Au titre du deuxième point de l'ordre du jour, Monsieur le Premier ministre a introduit le compte-rendu des sessions du Conseil interministériel qui se sont tenues donc les 23 et 30 mai 2017. Le Conseil a entendu successivement pour la session du 23 mai 2017, au titre des communications, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fait une communication relative à la problématique de la protection et de la conservation des espèces menacées d'extinction sur les monts Nemba. Il a déclaré que cette problématique constitue un enjeu à l'échelle internationale et représente une grande préoccupation pour notre gouvernement. Le ministre a rappelé que l'Institut de recherche environnementale de Bossou, l'IREB, a été créé en 2001 sous tutelle du ministère en charge de la recherche scientifique. Il est le fruit de la coopération entre la Direction nationale de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et l'Institut de recherche en primatologie de l'Université de Kyoto au Japon. Il a précisé que l'IREB, en tant qu'institution publique de recherche, est chargée de renforcer le dispositif de sauvegarde de la biosphère sur les monts Nimba, mener des activités de recherche en primatologie à Diéké, dans la forêt de Ziama et sur les monts Nimba, mener des activités d'éducation environnementale des populations riveraines des sites, établir et développer des relations de coopération scientifique et technique avec d'autres institutions homologues. Le ministre a informé que les activités de recherche conjointement menées par l'IREB et l'Institut japonais ont révélé très tôt que les chimpanzés de Bossou se distinguent des autres par la coexistence pacifique et harmonieuse avec les habitants du village qui les considèrent comme la réincarnation de leurs ancêtres. Le ministre a indiqué que parallèlement aux activités de recherche, la coopération a apporté des contributions au développement des villages riverains par la construction d'une école primaire avec des latrines, un centre de santé et la fourniture d'équipements scolaires aux écoles. Le ministre a déploré que malgré les efforts de recherche et de protection des chimpanzés de Bossou et de leur habitat, la population de ces chimpanzés est en constante décroissance, passant de 22 individus à 7 entre 1976 et 2017. Le ministre a en outre évoqué que l'IREB demeure sans moyens financiers suffisants, ce qui l'empêche de poursuivre ses activités, malgré la coopération avec le COUPRI. D'où la nécessité de réfléchir à la diversification des partenariats en explorant de nouvelles pistes. Il a informé que l'IREB est reconnu comme une institution dédiée à la recherche scientifique sur l'environnement liée à l'université de Zérékoré et au centre de gestion des monts Nimba. Le ministre a affirmé que l'IREB aura l'opportunité de poser les problèmes concernant la conservation des chimpanzés de Bossou lors de l'atelier d'actualisation de la stratégie nationale de conservation des chimpanzés
qui sera organisé en septembre 2017 par le ministère en charge de l'Environnement. Il a souhaité que le gouvernement s'engage à assurer les mesures d'accompagnement suivantes: l'aménagement hydro-agricole de la plaine de l'Eba pour recaser toutes les familles déplacées, le recrutement et l'engagement en qualité de contractuel permanent des guides de l'IREP. Au cours des débats, plusieurs observations ont été formulées, notamment le travail en synergie des ministères de la Recherche scientifique et de l'Environnement, mais aussi du Tourisme et de l'Administration du territoire, la nécessité d'identifier des services spécialisés pour donner des statistiques sur la faune de la forêt de Ziama, et le reflet dans le budget national pour prendre en charge les priorités de ce département et de cette activité. Au terme des débats, le Conseil soutient l'initiative du ministre et l'invite à travailler en synergie avec les départements sectoriels concernés afin de protéger et conserver les espèces menacées d'extinction au mont Nimba. En outre, le Conseil demande un appui au ministère pour la réalisation des engagements du gouvernement. Le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une communication relative à l'adhésion de la République de Guinée à l'initiative École et langue nationale en Afrique, Élan Afrique. Il a indiqué que l'objectif de sa communication est de solliciter le soutien du gouvernement pour l'envoi d'une mission exploratoire et de cadrage de l'Organisation internationale de la francophonie et d'un agent du programme Élan Afrique et un expert bilinguisme dans la semaine du 12 juin afin d'accompagner la Guinée dans la finalisation de son plan d'action national et présenter l'avantage de ce programme Élan Afrique aux autorités guinéennes. Le ministre a rappelé que pour la promotion d'un enseignement de qualité, la République de Guinée a adhéré à l'initiative École et langue nationale le 21 avril 2015 après une longue démarche auprès de l'OIF. Il a précisé que les documents institutionnels, juridiques et pédagogiques de l'introduction des langues nationales avaient été déjà élaborés. L'une des clés du succès de la scolarisation primaire universelle en Afrique est le bilinguisme français et langue nationale. Le ministre a soutenu que l'enseignement exclusif du français dans les zones rurales favorise l'échec scolaire de nombreux élèves d'après les experts pédagogiques. L'initiative Élan Afrique vient corriger cette problématique. Ainsi, d'autres pays africains comme le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Mali, le Niger, la RDC, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo, Madagascar ont démarré leur deuxième phase de mise en œuvre de ce programme. Il a déclaré que les partenaires pour ce programme sont l'OIF, l'Agence française de développement, le ministère français des Affaires étrangères et du développement international, l'Agence universitaire de la francophonie. Ils assurent le pilotage par le comité de coordination internationale, le comité d'orientation internationale et le comité scientifique. Au niveau national, un comité de pilotage et un comité technique et un point focal sont créés. L'initiative est pour toute l'Afrique au sud du Sahara. Au terme des débats, le Conseil a demandé au ministre de prendre en compte toutes les préoccupations soulevées, notamment les aspects juridiques liés à la loi fondamentale, et de trouver des réponses appropriées lors de ses entretiens avec la mission de l'OIF, puis de faire un nouvel exposé sur le sujet à l'issue de cette rencontre avant toute mise en œuvre de l'initiative. Par ailleurs, le ministre est invité à tirer tous les enseignements des expériences des autres pays africains. Ensuite, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a fait une autre communication relative au déroulement des examens nationaux session 2017. Il a informé que dans le cadre des préparatifs de ces examens, son département a réalisé plusieurs activités, dont entre autres l'élaboration du chronogramme détaillé des examens, l'identification des centres d'examen, le contrôle répété des listes saisies des candidats et la prise de photos numériques de tous les candidats. Le ministre a annoncé que, conformément aux dispositions du décret portant organisation du système éducatif en République de Guinée, l'examen d'entrée en 7e année s'appellera désormais examen de fin d'études élémentaires et un certificat d'études élémentaires sera délivré aux admis en lieu et place des admissions actuelles. Il a informé que la décentralisation de cet examen sera effective cette année. Elle consistera au transfert des pouvoirs de décision concernant ce type d'examen de l'administration centrale aux structures de base. Le ministre a précisé que la proclamation de l'ensemble des résultats se fera 2 semaines après la fin des épreuves pour chaque type d'examen.
Il a présenté la physionomie des différents examens comme suit. Effectif des 3 examens nationaux, 426 272 candidats, dont 175 649 filles, sur 1777 centres. Pour l'examen de fin d'études élémentaires, il se déroulera du 19 au 21 juin 2017. 203 205 candidats, dont 87 909 filles, et il se déroulera dans 982 centres. Le brevet d'études de premier cycle se déroulera du 29 juin au 4 juillet 2017 pour 127 871 candidats, dont 53 232 filles dans 454 centres. Enfin, pour le baccalauréat unique, il se déroulera du 7 juillet au 11 juillet 2017 pour 95 196 candidats, dont 34 508 filles dans 381 centres. Le ministre a rassuré le Conseil de l'engagement et la détermination de son département à organiser des examens nationaux crédibles et sans ambiguïté. Au terme des débats, le Conseil recommande au ministre d'approcher ses homologues du ministère de l'Économie et des Finances et du Budget pour les dispositions à prendre pour le financement de ces examens. Pour la session du 30 mai 2017, au titre de l'examen de texte, le ministre de la Justice a soumis pour examen l'avant-projet de loi portant institution, organisation et fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry. Il a rappelé que la loi 2015-019 AN du 13 août 2015 portant organisation judiciaire prévoit des tribunaux de première instance pour connaître en premier ressort de tous les types de contentieux, y compris le contentieux commercial, et ce, avec des formations exclusivement composées de magistrats professionnels. Le ministre a évoqué que les litiges commerciaux ne se limitent plus aujourd'hui aux contentieux entre commerçants ou portant sur des opérations de nature commerciale, les domaines traitant désormais des champs aussi divers que le droit des sociétés, le droit de la concurrence, entre autres. Il a indiqué que dans un contexte international de plus en plus complexe, le concept d'une justice rendue exclusivement par des magistrats professionnels ne rend plus compte de la réalité du monde des affaires. Dans notre pays, cela est encore plus vrai en ce qui concerne la zone spéciale de Conakry, où l'activité économique se développe à un rythme relativement accéléré par rapport au reste du pays. Le ministre a affirmé que c'est pour assurer une prise en charge cohérente, efficace et diligente des litiges économiques qu'il convient de créer un tribunal de commerce pour la zone spéciale de Conakry. Le ministre a précisé que ce tribunal spécialisé permettra de rendre une justice plus rapide et a priori plus acceptable, ce qui peut améliorer le climat des affaires et favoriser le développement des investissements en Guinée. Le ministre a précisé que le présent projet de loi est articulé autour de 3 chapitres: institutions et compétences, organisation et fonctionnement, dispositions transitoires et finales. Plusieurs observations ont été émises, notamment sur la nature de ce tribunal, sur la nécessité de formation des magistrats spécialisés en matière commerciale, sur les précisions de la qualification du président du tribunal de commerce et la problématique d'étendre les compétences de ce tribunal à l'ensemble du territoire national. Au terme des débats, le Conseil recommande la prise en compte des observations pertinentes formulées et l'adoption du texte par le Conseil des ministres. Le ministre a ensuite présenté pour examen l'avant-projet de loi de prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Le ministre a indiqué que l'ampleur du fléau transnational que représente la corruption et les infractions assimilées et les graves menaces transversales qu'il véhicule justifient l'élaboration de ce projet de loi entrant dans le cadre de renforcement de la législation nationale et visant essentiellement la garantie de l'intégrité et de la transparence dans la gestion des affaires publiques, privées et de la société civile. Après avoir défini la corruption, le ministre a précisé que la présente loi et le nouveau code pénal étendent la notion de corruption conformément aux conventions des Nations Unies et de l'Union africaine, ainsi qu'au protocole de la CEDEAO, principalement à la concussion, l'enrichissement illicite, l'abus de biens sociaux, le délit d'initié, la corruption proprement dite, le trafic d'influence, l'abus ou le détournement de pouvoir dans l'attribution des marchés publics
et autres infractions qui se sont dangereusement et scandaleusement généralisées au point d'être qualifiées de fléau. Le ministre a annoncé que pour contenir ce fléau, tous les aspects de la politique doivent être régis par des principes généraux de la prévention de la corruption, à savoir l'intégrité, l'objectivité, la transparence, l'honnêteté, la neutralité et la compétence professionnelle, respectant l'égalité ontologique de tous les êtres humains et l'équivalence humaine garantit la concurrence loyale et la prise en compte du genre. Il a rappelé que l'expérience internationale laisse apparaître que les textes pénaux sont insuffisants s'ils ne sont pas liés à une action plus large et coordonnée dans le cadre de la moralisation de la vie publique, comportant une action préventive et de véritables programmes de lutte contre la corruption. Ceci s'accompagne de la mise en place d'un organe spécialisé dans la détection, la prévention et rendant effective la lutte répressive contre la corruption et les infractions assimilées. Le ministre a indiqué que cet organe sera chargé de mener l'exécution d'une stratégie nationale anticorruption comportant, entre autres, l'élaboration et la mise en œuvre des politiques et stratégies de prévention de la corruption et des infractions assimilées, la collecte, l'analyse et la mise à disposition des autorités judiciaires chargées de poursuites relatives à la détection et la répression des faits de corruption et d'infractions commises par toute personne, publique ou privée, l'éducation en sensibilisant la communauté sur les effets néfastes de la corruption et la mobilisation du soutien du public. Ensuite et enfin, la réception et la conservation des copies de déclarations de patrimoine et de biens des personnalités visées aux dispositions légales en vigueur. Il a soutenu que le gouvernement guinéen, ayant inscrit son action dans la bonne gouvernance, la transparence et la lutte contre la corruption, les principes de valeur à dimension constitutionnelle pour l'atteinte des objectifs du développement durable, a décidé de doter la République de Guinée d'une loi de prévention, de détection, de répression de la corruption et des infractions assimilées et d'instituer un organe spécialisé et indépendant dénommé Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance, chargé de la prévention et de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le ministre a précisé que le projet de loi comporte 7 chapitres, 29 sections et 160 articles. Au cours des débats, les observations ont essentiellement porté sur l'amélioration de l'article 38 en incluant les prescriptions médicales faites par des médecins en complicité avec des laboratoires, l'importance d'avoir une loi contraignante pour moraliser la vie publique dans notre pays. Au terme des débats, le Conseil a recommandé l'adoption du texte par le Conseil des ministres sous réserve d'amendements. Au titre du compte-rendu, le ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté a fait un compte-rendu relatif à l'état des lieux à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel. Il a précisé que l'objectif ultime de cet examen est d'améliorer la situation des droits de l'homme dans tous les pays et de contribuer au traitement des violations des droits de l'homme où qu'elles se produisent. Le PU est un des piliers sur lesquels s'appuie le Conseil des droits de l'homme. Le ministre a indiqué que l'évaluation à mi-parcours de la mise en œuvre des recommandations faites à la Guinée lors de son passage à l'examen périodique universel 2015 démontre que des efforts sont entrepris par le gouvernement au plan normatif, institutionnel et des politiques et des programmes de projets constituent des avancées significatives pour donner effet aux 179 des 194 recommandations acceptées dans le cadre de la réforme de la sécurité et de la justice. La mise en place de l'Institution nationale des droits humains, les réformes engagées pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la lutte contre les mutilations génitales féminines, la traite des personnes, le processus de réconciliation nationale sont quelques avancées sur le dossier et notamment également les avancées sur le dossier du 28 septembre 2009. Au plan normatif, il faut noter l'adoption de plusieurs textes législatifs. Le nouveau code pénal et de procédure pénale qui ont tenu compte de l'harmonisation du cadre juridique pour la mise en œuvre de la Convention contre la torture. La Convention internationale contre les disparitions forcées a été transposée dans le Code. Le nouveau Code pénal a tenu compte de la question de l'abolition de la peine de mort et de la pénalisation des actes de torture. L'adoption du Code de justice militaire et la loi portant sur le maintien de l'ordre en dépit de certaines lacunes et objections.
l'adoption de la loi sur le statut spécial des magistrats et la loi sur le Conseil supérieur de la magistrature, la loi organique sur la Cour suprême, la loi sur le régime juridique des établissements pénitentiaires et la loi portant sur le statut de ce personnel pénitentiaire, la loi portant institutionnalisation de la Semaine nationale de citoyenneté et de paix. Au plan institutionnel, il faut noter la mise en place de l'Institution nationale des droits humains, la création d'un tribunal militaire malgré quelques insuffisances, la réouverture de l'École nationale de police, la mise en place du Conseil de discipline de la police et de la protection civile, la création du Fonds de sécurité sociale de la police et de la protection civile. Au plan des politiques publiques, il faut noter l'élaboration de la politique nationale de défense et de sécurité, l'élaboration de la politique nationale de genre, l'élaboration des modules de formation des droits de l'homme pour les forces de défense et de sécurité, l'élaboration des politiques sectorielles des 5 secteurs prioritaires que sont l'armée, la police et la protection civile, la justice, la douane, l'environnement, et enfin la stratégie nationale d'action prioritaire adoptée en mai 2015. Le ministre a affirmé que le respect des engagements pris au nom du peuple de Guinée devant la communauté internationale est un facteur de crédibilité pour notre gouvernement, aussi bien sur le plan interne qu'externe. Il a rappelé qu'en 2019, notre pays sera de nouveau examiné sur la mise en œuvre des 179 recommandations acceptées et il a invité à œuvrer activement pour donner effet à ces recommandations. Dans cette perspective, le ministère sollicite et recommande le soutien du gouvernement pour l'organisation du Forum national des États généraux des droits de l'homme, initié par son département afin de doter notre pays d'une lettre de politique nationale de promotion et de protection des droits de l'homme qui prendra en compte et facilitera la mise en œuvre des recommandations. La redynamisation du comité interministériel sur les droits de l'homme en le dotant des moyens techniques et financiers et en renforçant les bases légales de son fonctionnement pour garantir son efficacité. L'appui au ministère des Affaires étrangères afin de fournir une base de données actualisée des conventions, traités et protocoles relatifs aux droits de l'homme pour un meilleur suivi. L'implication réelle et effective des départements ministériels ainsi que leur administration pour le suivi et la mise en œuvre des recommandations. Le soutien pour la mise en place et le fonctionnement effectif du Comité national de suivi et d'évaluation de l'examen périodique universel et la mise en place effective de la commission de réflexion sur les phénomènes de violence en Guinée. Au cours des débats, les observations ont porté sur la relation entre l'Institution nationale des droits humains et le ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté, la nécessité de mettre des moyens matériels et financiers à la disposition des ministères concernés et la nécessité de faire adopter le Code civil en cours de session pour cette session des lois d'avril. Au terme des débats, le Conseil apporte son soutien au ministre et l'invite à travailler en synergie avec les autres ministères concernés pour la mise en œuvre des recommandations de l'examen périodique universel et il sollicite un appui pour le ministère pour la réalisation des actions prioritaires. À l'issue des débats sur les différentes questions soulevées, le Conseil a décidé ce qui suit. 1. Le Conseil demande que le ministère en charge de l'environnement soit également associé aux travaux de l'Institut de recherche environnementale de Bossou et que sa structure prévoit désormais un poste de DGA pour ce département. 2. Le Conseil invite le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique à se rapprocher de l'ambassade du Japon afin d'actualiser la convention avec l'Institut de recherche en primatologie de l'Université de Kyoto au Japon. 3. Le Conseil demande au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique une mise à jour de l'évaluation du reboisement du corridor de passage des chimpanzés et au ministère de l'Économie et des Finances de prévoir son financement. 4. Le Conseil adopte le projet de loi portant institution, organisation et fonctionnement du tribunal de commerce de Conakry sous réserve de la prise en compte des observations faites. 5. Le Conseil adopte le projet de loi portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées sous réserve de la prise en compte des observations faites.
Au titre des divers, Madame la ministre du Plan et de la Coopération internationale a informé qu'en marge des assemblées générales du groupe de la BAD, un accord de don d'un montant de 27 millions de dollars a été signé avec le Fonds cohésion pour le cofinancement du projet de construction des routes nationales d'Aboula-Kouroussa et Kissidougou-Kondebabé. Le ministre en charge de la jeunesse a informé de la célébration de la journée du 25 mai par la jeunesse au Palais du Peuple. Le ministre de la Santé a informé de l'élection du candidat de l'Union africaine, l'Éthiopien Dr Tedros, à la direction générale de l'OMS. Cette élection constitue un succès diplomatique pour le président de la République, président en exercice de l'Union africaine, qui a soutenu la candidature du Dr Tedros auprès de ses pairs. Le secrétaire général des Affaires religieuses a informé que les inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque ont commencé. Avant de lever la séance, le chef de l'État a donné de larges informations sur la situation internationale et ainsi sur ses visites de travail, notamment au G8 et en Égypte. Le Conseil des ministres.